Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Enfin Peut-être, un podcast doutant et douteux qui parle de pensée critique. Alors je vais vous proposer pendant l'été une petite série d'épisodes où je vais tout simplement mettre en version audio des articles que j'ai écrits ces dernières années. On va donc parler de scepticisme, d'écologie, de mathématiques et bien évidemment de pensée critique. Dès la rentrée, le podcast revient avec un très gros projet, mais ça, je vous en parlerai plus tard. Bon épisode à vous. Excuse-moi, Ouais. est-ce que tu sais s'il y a plus de morts ou de vivants sur Terre? Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. Tu vas t'abîmer les oreilles avec ce truc. Et puis mon père, il dit que ça peut réduire l'audition. Dans ce nouvel épisode, je vais vous parler d'un article qui n'a pas été publié sur le Cortex, mais sur Feu, mon blog, qui s'appelait Mon œil. C'est un article qui date de février 2021 et qui s'appelle « Une autre hiérarchie de l'information scientifique ». Bonne écoute à vous. Alors, petit avertissement avant de commencer l'article, ce billet est issu de réflexions personnelles qui ne s'appuient pas sur d'autres travaux. Il est donc certainement imparfait, clairement non exhaustif et probablement pas assez mature. Voilà, vous êtes prévenus, soyez prudents, c'est dangereux. Non, en vrai ça va quand même. Alors ce matin, je fus quelque peu irrité en entendant sur le podcast de La Tronche en Biais, le zoologiste, par ailleurs fort intéressant, Guillaume Lecointre, affirmer que un résultat qui n'est pas reproduit est oublié. En réalité, ce n'est pas rare de l'entendre dans les milieux zététiques. Un article seul n'a pas, ou très peu, de valeur épistémique. Zéro. Poubelle. Mince alors. Il semble quand même, pour prendre un exemple extrême, que l'expérience de Alain Aspect sur l'intrication quantique a une telle puissance statistique qu'il a semblé aux physiciens judicieux de fermer les yeux sur son unicité et lui accorder une certaine estime. Plus bas encore dans la hiérarchie du savoir, il y a le témoignage. Vecteur de biais par excellence. Le témoignage peut être considéré comme un sacrilège, une hérésie, une vanité de la connaissance. Doit-on alors déconsidérer les sciences humaines, comme la sociologie, qui s'appuient au moins en partie sur des témoignages, quand bien même ces sciences s'appliqueraient justement à supprimer au mieux les biais potentiels des témoignages. À l'autre extrême, on entend souvent qu'une méta-analyse est le plus haut niveau de preuve que l'on puisse atteindre en science. Mais récemment, la communauté zététique s'est empressée de critiquer vivement une méta-analyse qui prétendait montrer l'efficacité de l'hydroxychloroquine. Et en l'occurrence, c'était probablement à raison. L'article souffrait de nombreuses failles. Cette hiérarchie des niveaux de preuve se retrouve un peu partout dans la sphère sceptique. Évidemment, elle est souvent utile, et Guillaume Lecointre a raison en disant que dans de nombreux contextes, un résultat qui n'est pas reproduit a peu de valeur. Dans une certaine mesure, cette hiérarchie est une très bonne approximation de la réalité, et peut être très utile dans un cadre pédagogique. Mais se contenter aveuglément de cette règle semble peu judicieux. Et lorsque l'on veut pousser la réflexion un peu plus loin, cette hiérarchie ne devrait pas être utilisée. Elle est une règle qui a son domaine d'applicabilité restreint et qui est souvent déployée bien au-delà. Face à cette vision, il existe une autre hiérarchie de l'information scientifique. Oui, c'est le titre de l'article. Plus simple, plus économe et possiblement aussi facile à communiquer. Elle se base sur la notion de quantité d'informations et en particulier sur la capacité à discriminer efficacement les différentes hypothèses. Je vais vous expliquer. Première partie, la bonne et la mauvaise information. Non mais si tu veux, t'as la bonne information, tu vois, tu l'observes et t'y crois. Voilà, t'y crois. Puis après t'as la mauvaise information. Tu l'observes, tu vois, et bon, t'y crois. Mais c'est la mauvaise information si tu veux. Grand 1, petit 1, la révélation des pyramides de preuves. Comme le montrent les exemples de l'introduction, la hiérarchie classique de la pyramide de niveau de preuve est faillible. Plus globalement, on peut lui faire les reproches suivants. Premièrement, la qualité intrinsèque d'un article scientifique n'est pas prise en compte. Ainsi, une étude avec un protocole douteux apparaît au même niveau qu'une étude très rigoureuse. Deuxième point, la taille de l'échantillon n'est souvent pas non plus prise en compte. Ainsi, d'après cette hiérarchie, une méta-analyse rassemblant un total de 500 individus serait supérieure à une étude seule sur 1000 individus. Troisième point,
une méta-analyse ou une réplication d'études pourrait répéter toujours les mêmes erreurs de protocole. Quatrième point, comment prendre en compte des informations qui sortent de cette classification, comme un article de blog, un documentaire, une conférence, un podcast. Et enfin, cinquième et dernier point, cette vision est souvent restreinte à quelques disciplines scientifiques. Quand on dit « en sciences, une étude seule ne vaut pas grand-chose », en fait on parle surtout des sciences du vivant, par exemple en médecine ou en biologie, où les variables étudiées sont difficilement contrôlables, et du coup, où il est très intéressant de répliquer une étude pour s'assurer de sa validité. Mais cette maxime-là, elle ne vaut plus quand on parle par exemple de sciences physiques, en mécanique quantique, en chimie, en cosmologie. Et ça, c'est sans parler des mathématiques, bien sûr. Grand 1, petit 2, que devrait être une bonne information? Alors, afin d'introduire une nouvelle mesure de la qualité d'une information, commençons par poser une question assez simple. Qu'est-ce qu'une bonne information? Que voudrait-on comme mesure de la qualité de l'information? Nous verrons ensuite ce que ce critère implique. Il me semble qu'une réponse satisfaisante est la suivante. Une information est d'autant plus intéressante qu'elle permet de privilégier une théorie relativement aux autres. Une bonne information permet donc de pencher vers une des théories dans des questions comme le médicament X est-il efficace sur la pathologie Y, ou les ondes gravitationnelles se comportent-elles de telle manière ou de telle autre, ou encore en 2100 la hausse de température sera de X degrés ou de Y degrés, ou enfin le solitaire de la Réunion est-il un dronte ou un ibis. On se restreint ici à des exemples avec deux hypothèses, mais évidemment on pourrait en considérer davantage, voire une infinité. Ces questions se généralisent au-delà des considérations scientifiques. Quel temps fera-t-il demain? Quel film me plaira plus au cinéma? Va-t-il y avoir un énième confinement? Ma tante appréciera-t-elle le DVD best-of du Morning Live pour son anniversaire? Toute information qui me permet de favoriser une hypothèse avec le moins d'ambiguïté possible est une bonne information. Grand 1, petit 3, une question de curseur. En zététique, on utilise souvent le curseur de vraisemblance pour quantifier la vraisemblance d'une proposition A. Pour cela, on place notre curseur entre 0%, ce qui serait absolument faux, et 100%, ce qui serait absolument vrai, en fonction des informations dont on dispose. À chaque nouvelle information, je vais mettre à jour mon curseur, un peu plus à gauche ou un peu plus à droite, suivant que la nouvelle information confirme ou infirme mon hypothèse. Pour savoir comment je dois mettre à jour le curseur, je dois me poser la question suivante. Quelle est la probabilité d'observer cette information dans chacune des hypothèses? Au plus l'observation sera probable dans une des deux hypothèses, relativement à l'autre, au plus cela fera bouger mon curseur dans la direction de cette hypothèse. Prenons deux exemples pour illustrer cette idée. Exemple numéro 1, un jeu de pommes. Alors c'est Alice, Bob et Charlie qui cherchent à savoir si une pomme qui est lâchée au-dessus du sol retombe toujours. Au début, ils sont totalement ignorants. Et le curseur de chacun se situe pile à 50% entre le monde où toutes les pommes tombent au sol et celui où ce n'est pas le cas. Alors Alice commence et elle lâche seulement une seule pomme. La pomme tombe et son curseur va alors se déplacer légèrement sur la gauche. Bob, lui, lâche un cajot entier de pommes. Elles tombent toutes. Son curseur va plus considérablement se déplacer vers la gauche. Enfin, Charlie lit un livre de physique qui explique nos connaissances sur la gravité. Là, son curseur va se déplacer quasiment jusqu'à l'extrémité gauche. Ainsi, il apparaît qu'une information est d'autant plus pertinente qu'elle est plus probable dans une des deux hypothèses. La chute de l'unique pomme d'Alice est bien expliquée par le monde où toutes les pommes tombent, mais reste possible dans le monde où certaines pommes flottent. La chute de tout le cajot de Bob est moins probable dans le monde où certaines pommes flottent. Enfin, il est extrêmement peu probable que le livre de physique ait été écrit dans un monde où certaines pommes flottent. Par ailleurs, on voit que l'on retrouve bien la hiérarchie des niveaux de preuve. Une expérience, celle d'Alice, vaut moins qu'une expérience répliquée, celle de Bob,
qui vaut moins que le consensus scientifique, celui de Charlie. De l'efficacité du médicament X. Dans un cas moins caricatural, imaginons un article scientifique qui étudie l'efficacité d'un médicament X sur la pathologie Y. Il cherche donc à distinguer un monde A où le médicament X est efficace du monde non A où le médicament n'est pas efficace. Considérons que l'article en vient à la conclusion que X est efficace. Cela est donc très probable dans le monde A, puisque c'est effectivement ce que l'on s'attend à observer. Mais cela est aussi possible dans le monde non A. X pourrait ne pas être efficace, mais un protocole biaisé, un échantillon trop petit, un traitement statistique douteux, des conflits d'intérêts pourraient amener au résultat inverse. L'ambiguïté du résultat de l'étude entre le monde A et non A est d'autant plus important que l'étude est de mauvaise qualité. Ainsi, un article est de bonne qualité s'il empêche au mieux ses résultats d'être explicables par l'hypothèse adverse. Au plus sont réduites les interprétations alternatives, les ambiguïtés, au plus les résultats sont significatifs, et donc au plus l'article est de bonne qualité. De cette règle simple, on retrouve ainsi des idées assez consensuelles. Un article est d'autant plus intéressant qu'il évite les biais expérimentaux, qu'il est transparent sur ses conflits d'intérêts, et que sa puissance statistique, la taille de l'échantillon, est importante. On peut également retrouver la hiérarchie des niveaux de preuve. En répliquant une étude, on augmente la taille de l'échantillon, et en général, on évite de reproduire les mêmes biais, et donc la probabilité que le monde non A puisse expliquer les résultats se réduit. Mais il ne faut pas oublier que cette pyramide très rigide des niveaux de preuve est en réalité une règle approximative qui compte ses exceptions, comme nous l'avons vu dans les exemples de l'introduction. Deuxième partie, la pyramide comme bayésianisme de la règle. Cette mesure de la qualité de l'information scientifique s'inscrit en réalité très bien dans un cadre plus formel, celui du bayésianisme. Cette forme d'épistémologie encourage l'utilisation, comme nous l'avons fait, des probabilités pour quantifier nos croyances, et en particulier de la loi de Bayes. Comme nous énoncions, le curseur va d'autant plus bouger vers A que le monde A explique mieux l'information que le monde non A. Cela découle directement, en réalité, de la loi de Bayes. Malheureusement, si cette hiérarchie semble plus simple, plus économe et possiblement aussi facile à communiquer, elle souffre en revanche d'un manque d'applicabilité directe. Il est possible de comparer deux articles en regardant la taille de leur échantillon et les biais potentiels auxquels ils s'exposent. Mais cela demande beaucoup de temps et de compétences. Il est donc plus facile au quotidien d'utiliser la pyramide du niveau de preuve pour pouvoir comparer la qualité de différentes sources d'informations. Pour terminer cet article, voici une petite analogie avec une toute autre notion de philosophie, l'utilitarisme. C'est une approche de la morale qui recommande de choisir les actions qui maximisent le bonheur général. Il est, dans les faits, très compliqué d'estimer le bonheur découlant de telle ou telle action. On troque alors cet utilitarisme parfait par un utilitarisme de la règle, qui donne des heuristiques approximatives qui, globalement, maximisent le bonheur général. En gros, il est plus simple de dire « il ne faut pas tuer » plutôt que de devoir calculer les conséquences sur le bonheur général qu'induirait le meurtre ou non de chaque personne que l'on croise. Ce qui semble être une simplification assez pertinente. De la même manière, il est aussi très compliqué d'estimer la probabilité d'observation d'une nouvelle information dans chaque hypothèse. Et on peut alors envisager la pyramide de niveau de preuve comme un bayésianisme de la règle. Elle hiérarchise efficacement les preuves qui seront globalement plus pertinentes. Voilà, c'est la fin de cet article. Je tiens à remercier celles et ceux qui m'avaient donné leur avis à l'époque, et notamment les membres du groupe Zététique Métacritique. Encore une fois, vous pouvez trouver l'article en ligne. Il y a quelques notes en plus, quelques très jolis dessins, mais si vous êtes sur la version vidéo, vous les aurez également vus. Voilà, merci à tous et à très bientôt pour un nouvel article. Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être. Enfin, probablement.
Excuse-moi, Ouais? est-ce que tu sais s'il y a plus de morts ou de vivants sur Terre? Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. Tu vas t'abîmer les oreilles avec ce truc. Et puis mon père, il dit que ça peut réduire l'audition.